Le gras, c'est la vie. Et oui, les graisses peuvent protéger votre cœur ou booster votre cerveau. Mais elles peuvent aussi accélérer le vieillissement ou carrément causer des accidents vasculaires. Dans cet épisode, on démêle vraiment le vrai du faux. Les graisses saturées versus insaturées, HDL, LDL, triglycérides, oméga 3 et bien sûr comment l'alimentation influence tout ça. Bienvenue sur La vie en 2.0, je suis le docteur Cyril Pernet, neuropsychologue et chercheur en neurosciences. Aujourd'hui, on s'intéresse au gras, son rôle sur votre poids, sur vos artères et sur votre cerveau, mais aussi quels aliments gras à éviter ou favoriser. Commençons par le rôle du gras sur notre poids. On ne grossit pas parce qu'on mange gras, on grossit parce que l'énergie qu'on mange, qui n'est pas utilisée, est stockée. Vous le savez déjà, c'est la balance entre le nombre de calories qu'on ingère et le nombre qu'on dépense qui compte. Physiologiquement, le stockage du gras n'est pas que lié au gras, mais aussi et surtout au sucre. Le problème du gras, c'est surtout qu'il est caloriquement riche. Une molécule de gras, c'est 9 kilocalories. Une protéine ou un sucre, c'est 4 kilocalories. Donc on peut manger beaucoup moins de gras que de protéines ou de sucre / carbohydrates. Alors commençons par les triglycérides. Si vous avez fait une prise de sang pour un check-up ou autre, on vous a peut-être parlé de votre taux de triglycérides. C'est important parce que c'est un marqueur global de la santé métabolique. On parle ici de molécules qui servent surtout au stockage énergétique. Évidemment, si on mange trop, le gras peut être stocké directement sous cette forme, mais quand on mange trop et trop de sucre tout le temps, c'est le foie qui va transformer les glucides en triglycérides, puisque c'est notre forme de stockage énergétique. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut réduire le gras ou réduire le sucre pour maigrir? Une étude référence est celle de Hall et al. En 2025, qui montre que de couper le gras est plus efficace que de couper les carbohydrates. Donc il faut bien comprendre qu'ici, on parle de tous les sucres, ceux du carré de sucre dans le café, ceux dans les barres chocolatées, mais aussi les pâtes, le pain et l'alcool. Ensuite, c'est une étude isocalorique en crossover de 2 fois une semaine, faite en chambre métabolique sur 10 hommes et 9 femmes obèses. Seulement 19 sujets, vous me direz, mais c'est parce que c'est une étude qui coûte très cher. Vous êtes enfermé dans un endroit où tout est contrôlé, pas juste les repas, mais aussi l'air est contrôlé, et donc on peut mesurer la consommation énergétique via le CO2 expiré et le nitrogène dans les urines. Et les résultats montrent que de réduire les carbohydrates entraîne une augmentation de l'oxydation graisseuse, ce qui est potentiellement intéressant, mais à l'arrivée, réduire les graisses a entraîné une perte de masse grasse plus importante de 60%. Maintenant, c'est une étude sur seulement 2 fois une semaine. Sur le long terme, c'est-à-dire à 1 an, et dans la vie de tous les jours, pas dans un hôpital, les études montrent toutefois qu'il n'y a pas de différence entre faible en gras ou faible en carbohydrates. C'est une question de préférence. Faites ce que vous tolérez le mieux, et c'est pourquoi ce qui compte en premier, c'est de perdre du poids. Et c'est pourquoi ce qui compte en premier pour perdre du poids, c'est le déficit calorique. Pour conclure, pour perdre rapidement du gras, faire un régime faible en gras, c'est mieux. Mais le faire à court terme, quelques semaines tout au plus, parce que le gras, c'est aussi essentiel à une bonne santé cardiovasculaire et mentale. En général, je recommande plutôt de suivre un régime alimentaire faible en carbohydrates, au minimum de couper tous les sucres rapides et l'alcool. Cela va faire baisser les triglycérides et permettre un meilleur contrôle de l'insuline et de lutter contre l'inflammation chronique. Le cholestérol, c'est pas un poison. C'est une molécule complexe qui est au cœur des membranes cellulaires, leur donnant leur fluidité. Elle fait partie de la bile, aidant à l'absorption des vitamines A, D, E et K. Elle intervient dans la synthèse de la vitamine D, donc pour la santé osseuse, du cortisol pour la réponse au stress et aussi aux hormones sexuelles, testostérone et oestrogène. Donc clairement, le cholestérol, c'est nécessaire. D'ailleurs, laissez-moi tordre le cou à une expression qu'on entend tout le temps. Non,
il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol, mais plutôt des bons et des mauvais transporteurs de cholestérol, les lipoprotéines à basse densité, LDL, low density lipoprotein, et à haute density, high density lipoprotein. Les LDL transportent le cholestérol du foie vers tous les autres organes. Et c'est le mauvais transporteur en ce sens que lorsqu'on a trop de gras, on a trop de LDL dans les artères qui peuvent s'oxyder et coller sur les parois. Et au long terme, on obtient ce qu'on appelle des plaques qui vont rétrécir la lumière artérielle, donc augmenter la pression sanguine et donc les risques ischémiques, pas assez d'oxygène notamment, au niveau cardiaque et cérébral. Les HDL sont dits bons parce que ce sont les transporteurs qui ramènent le cholestérol vers le foie. Mais ce qui compte vraiment, c'est le trio triglycérides LDL-HDL. Et c'est là qu'on comprend mieux que pendant longtemps, on a cru que c'était le cholestérol qui était le coupable. D'où les vieilles recommandations de limiter les œufs qui contiennent beaucoup de cholestérol. Lorsqu'on a trop de gras, les LDL servent aussi à livrer les triglycérides. Lorsqu'on a trop de gras, les LDL, qui servent à délivrer le cholestérol, servent aussi à livrer les triglycérides. Mais une fois les triglycérides absorbés, ces LDL, elles sont plus petites, plus denses, et c'est ça qui pénètre et qui adhère bien aux parois artérielles et qui cause l'artérosclérose. Souvenez-vous que les triglycérides, c'est aussi causé par le sucre et l'alcool, pas forcément les graisses saturées du beurre et des viandes rouges. Et les graisses insaturées dans tout ça. Les graisses insaturées, celles qui sont dans l'huile d'olive, les poissons gras et les noix, elles sont magiques pour votre santé. Elles réduisent le nombre de LDL via ce qu'on appelle des apolipoprotéines, dans ce cas-ci les ApoB. Elles réduisent aussi les triglycérides en augmentant leur utilisation comme source énergétique. Enfin, elles améliorent les qualités des HDL via les ApoI. Les apolipoprotéines, ce sont ces protéines qui se lient aux lipides, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, certaines sont impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Mais avant de discuter du rôle des graisses dans le cerveau et des apolipoprotéines, je veux rapidement parler de la consommation d'œufs. Les œufs contiennent 1 à 2 grammes de gras saturés et 3 grammes de gras insaturés, et du cholestérol. Le ratio insaturé-saturé est bon, et le cholestérol alimentaire a peu d'impact sur les LDL. Donc, pour la plupart d'entre nous, il n'y a pas de problème, mangez des œufs, et en plus, c'est une excellente source de protéines. Une étude de Zhao et collaborateurs de 2022 a toutefois montré une augmentation des risques et de la mortalité chez les gens qui consomment beaucoup d'œufs. Mais, là où c'est intéressant, c'est qu'ils observent ça surtout aux États-Unis, où les œufs sont associés au petit déjeuner avec du bacon et des saucisses, c'est-à-dire dans un cadre où il y a beaucoup de graisses saturées. Mais cet effet n'est pas observé par exemple en Asie, où les œufs sont consommés avec des légumes. Donc les œufs oui, mais faites attention avec quoi vous les accompagnez. Enfin, je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait qu'environ 20 à 30% d'entre nous sont des super répondeurs. Et les œufs peuvent entraîner une augmentation des ApoB et donc des LDL. C'est surtout vrai pour ceux qui ont une mutation du gène ApoI, celui qui est associé à la maladie d'Alzheimer. Donc, si dans votre famille il y a cette maladie chez plusieurs personnes, ça peut être important de se faire diagnostiquer et de limiter la consommation des œufs. Abordons maintenant l'importance du gras pour le cerveau. Je continue tout d'abord sur les apolipoprotéines, puis je parlerai des oméga 3. Donc il existe différentes classes d'apolipoprotéines. Les ApoA, c'est la protéine qui permet de construire les HDL. ApoB, c'est celle qui permet de construire les LDL. Il y a aussi la protéine ApoE, c'est la protéine qui transporte le cholestérol sanguin vers les cellules. Et le cerveau est l'organe le plus riche en cholestérol, d'où un rôle essentiel de ApoE dans la santé de votre cerveau. Un point important, le cholestérol cérébral est synthétisé localement, il ne vient pas de l'alimentation. Ce qui est important ici, c'est le rôle de ApoE. Comme vous le savez peut-être,
les gens qui ont une mutation du gène responsable de ApoE ont un risque lié à la maladie d'Alzheimer beaucoup plus important, jusque 8 à 12 fois plus élevé si vous avez une double variante E4. Mais ils ont aussi, de fait, un risque de crise cardiaque ischémique plus élevé, puisque c'est la molécule qui sert à transporter le cholestérol. Alors, comment prendre soin de son cerveau? Surtout en mangeant suffisamment d'oméga 3 et en particulier la DHA. L'acide docosahexaéonique est un acide gras insaturé qui est utilisé dans les membranes de nos neurones. Et il se retrouve dans les poissons gras, sardines, harengs, maquereaux et saumons. Donc quel rapport avec ApoE? Oui, ApoE c'est le transporteur qui va amener la DHEA aux neurones. D'ailleurs, une haute concentration de DHA est préventive, mais pas curative, de la maladie d'Alzheimer. Faites aussi attention au sucre, car beaucoup de sucre dans le sang entraîne les protéines circulantes, et donc ApoE, à se glyquer. La glycation, ça entraîne une réduction de l'efficacité des protéines, et d'ailleurs les personnes diabétiques ont un risque plus élevé d'avoir la maladie d'Alzheimer. Enfin, pour terminer, je me dois de mentionner les micronutriments indispensables à la synthèse des protéines ApoE, les vitamines B3, B5, le magnésium, le zinc et le fer. J'espère que vous avez trouvé les informations nécessaires pour une consommation régulière et intelligente du gras. On peut évidemment manger des graisses saturées, mais il faut tout de même limiter les quantités. L'OMS recommande au maximum 10% dans une consommation journalière, ce qui est en fait assez élevé. Un petit calcul rapide, en mangeant 2 œufs par jour, un petit peu de beurre et de la viande rouge occasionnellement, on est dans une moyenne de 5% sur la semaine. Évidemment, le reste du gras doit venir surtout de l'huile d'olive, des noix et des poissons. Comme d'habitude, le sucre et l'alcool à réduire, cela augmente les triglycérides, entraîne la glycation des protéines circulantes comme ApoE. Avant que vous terminiez d'écouter ou de regarder, prenez le temps d'aimer la vidéo sur YouTube ou sur le podcast audio sur votre plateforme. Cela m'aide beaucoup à développer la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur YouTube. Ce podcast est produit gratuitement et indépendamment de mes activités de recherche et d'enseignement. Mon objectif est de mettre mon expertise au service de tous pour analyser et synthétiser les informations scientifiquement prouvées, afin d'améliorer mon quotidien et le vôtre.